Bonjour à tous, on va commencer dans 2 minutes. Donc est-ce que déjà vous nous entendez bien? Si vous ne nous entendez pas, vous pouvez, déjà si vous nous entendez, vous pouvez écrire, sur le chat. Donc bienvenue à tous, dans cet épisode de King Talks, hein, qui est dédié aux mentors. On invite, le concept est simple, on invite un professionnel de la finance et on lui demande des conseils pour bien préparer ses entretiens d'embauche. Donc là, il est dédié aux étudiants qui sont à la recherche d'un poste en fusion-acquisition. Donc dans cet épisode, on va vous donner des conseils, utiles pour, bien préparer vos entretiens d'embauche et aussi découvrir, une entreprise. Donc là, en l'occurrence, un cabinet et le métier d'analyste en M&A, dans ce cabinet. Donc, là, on a invité, Salaheddine Batra, qui est également mentor, chez Kingpact et là, ça va être assez particulier comme épisode parce qu'à la fin, de notre échange, on va lui faire passer un entretien blanc et donc j'ai décidé de recevoir Salaheddine pour différentes raisons. Tout d'abord parce que, donc il est mentor, donc il est coach, pour les entretiens d'embauche chez Kingpact et aussi parce que j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très pédagogue et qui apprécie beaucoup de donner des conseils, aux étudiants et aux jeunes diplômés et deuxièmement aussi parce qu'il est diplômé d'une école de commerce en finance d'entreprise, donc Financia Business School et notamment il a fait une spécialité en fusion-acquisition et en banque d'affaires et il a un parcours très riche parce qu'il a commencé d'abord par être analyste en private equity chez Ametis et après il a eu diverses expériences en fusion-acquisition, donc notamment chez Arcean pardon, et chez Kerus. Donc voici donc le programme est le suivant. Donc on va d'abord commencer par nous présenter. Par la suite, je poserai des questions à Salaheddine sur ses expériences. Puis, nous parlerons de la préparation aux entretiens d'embauche en fusion-acquisition et il nous donnera notamment des conseils sur la préparation aux entretiens parce qu'il a lui-même vécu ce processus, avant d'être analyste et enfin, donc c'est le moment tant attendu parce que je lui ferai passer un entretien blanc et là, ça va être très intéressant parce qu'il va être testé et on va ensuite débriefer sur, sa prestation. Donc normalement, ça va bien se passer parce qu'il a comme il travaille déjà, en tant qu'analyste en M&A, donc il sait ce qu'il faut faire. Donc j'ai pas de doute, sur ça et enfin, on passera aux questions-réponses, donc s'il y a des questions. Avant que notre invité se présente, on va faire quelques petits rappels donc sur, Kingpact. Donc, alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc moi déjà je m'appelle Soraya Keredine et je suis la fondatrice de Kingpact, qui est une plateforme d'éducation en ligne certifiée Calliope, qui vous accompagne à décrocher vos entretiens d'embauche grâce à des formations en ligne et des coachings en fusion-acquisition et en finance d'entreprise. Donc c'est, une start-up, une EdTech qui existe depuis fin 2020, donc suite à notamment plusieurs analyses, notamment une thèse professionnelle, à Centrale Supélec. En fait, j'avais remarqué à l'époque, un manque de ressources pertinentes en français pour préparer, ces entretiens d'embauche en finance et également, des difficultés à trouver des vidéos concises, dynamiques pour préparer ces entretiens et à l'époque, j'avais une méconnaissance des carrières professionnelles en finance d'entreprise et je me rends compte encore aujourd'hui que les étudiants ont du mal à savoir tous les métiers possibles en finance d'entreprise et donc en fait, on propose des formations en ligne pour que vous prépariez vos entretiens, en M&A. Notamment, on a aussi une deuxième formation, c'est un parcours d'orientation digitale en finance d'entreprise. On propose aussi des bootcamps en finance qui seront lancés prochainement. Donc on a un réseau de 150 mentors et notamment des banquiers d'affaires et d'autres professionnels de la finance et on fait également des partenariats avec, des écoles, des universités, des associations et nos élèves exercent aujourd'hui dans diverses entreprises, telles que Bank of America Merrill Lynch, Société Générale ou encore BNP Paribas. Donc pour vous parler de mon parcours, donc pour ma part, je suis diplômée donc de l'EDEC en finance d'entreprise et de Centrale Supélec et j'ai 4 années de carrière en finance
Mes derniers postes étaient en fusion-acquisition chez Deutsche Telekom, donc un opérateur de télécommunications en Allemagne, et en audit financier chez Mazars. Donc, j'ai également une expérience dans l'enseignement à Centrale Supélec, notamment en tant que tutrice de thèse pour les étudiants en finance. Enfin, j'ai accompagné des centaines de personnes à trouver leur voie et réussir leurs entretiens d'embauche ces dernières années. Donc maintenant, je vais te laisser te présenter, Salahedine. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ton parcours professionnel depuis que tu as décroché ton diplôme et même avant aussi? Parfait, parfait. Premièrement, je suis très content de participer à ce webinaire, entre guillemets, podcast. Donc, merci pour l'invitation, Soraya. Pour mon Je t'en parcours, prie. disons que je suis un pur produit d'école de commerce. Je suis diplômé de finance à Business School. J'ai fait 2 diplômes chez eux, à savoir un bachelor ou une licence en finance et un master sur 2 années, finance d'entreprise, fusion, acquisition et banque d'affaires. Et durant ces 5 années d'études chez Financia, il y a eu plusieurs expériences professionnelles, les principales étant des expériences en alternance. Donc j'ai commencé un peu comme tout le monde, où j'étais conseiller bancaire en ligne au téléphone. Donc voilà, il fallait répondre aux besoins du client au téléphone, des appels entrants, aussi des campagnes d'appels sortants. Donc c'est vraiment banquier, clientèle de proximité très classique. Et ensuite, à la fin de ce bachelor-là, j'ai décidé voilà, d'orienter un petit peu à la fois ma carrière et mes études en fait vers la finance d'entreprise. Donc naturellement, j'ai choisi ce parcours de master finance d'entreprise, fusion, acquisition et banque d'affaires chez Financia. Et donc, quand j'étais à la Bred, j'ai juste changé de poste. Donc, j'étais passé de conseiller bancaire à analyste coverage à la banque de grande clientèle. En mots simples, la banque de grande clientèle, c'est celle qui gère la relation client des grandes entreprises françaises qui font à partir de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, moi, j'étais analyste coverage dans le secteur industrie. Donc, j'étais à la DI ou la direction des entreprises industrielles qui couvrait les entreprises françaises, principalement dans l'industrie, à savoir l'aéronautique, l'automobile, la pharmacie, l'agroalimentaire et j'en passe. Et D'accord. donc, on faisait pas mal d'opérations. La particularité dans le coverage, c'est qu'on peut faire tout, à la fois du financement structuré, du crédit bail. On peut faire éventuellement du M&A, mais c'était principalement des arrangements et des co-arrangements de dettes. Et donc, on était au plus près des dirigeants de grandes entreprises et on finançait vraiment l'économie réelle à ce moment-là. Donc, c'était des dossiers dans lesquels étaient voilà, mis à contribution plusieurs services de la banque. Comme je disais, ça peut être le M&A, le financement structuré, l'international, le service des garanties. Donc, on apprend beaucoup de choses. J'ai fait ça pendant 2 ans et donc c'était un poste qui est extrêmement formateur et qui m'a vraiment permis voilà, de débroussailler un petit peu voilà, les compétences nécessaires au principal en finance d'entreprise ou en analyse financière principalement. Donc, D'accord. j'étais toujours en accompagnement des chargés d'affaires, lors de rendez-vous, préparer les comités de crédit, etc. Donc, c'était très intéressant. Donc, à l'issue de ces 2 années d'alternance supplémentaire en coverage à la Bred, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, tiens, je ne me suis pas vraiment spécialisé dans un métier en particulier. Et j'avais le choix un peu entre à la fois l'investissement et le conseil M&A. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, l'opportunité qui s'est présentée aujourd'hui, c'était de rejoindre Amétis, étant donné que la banque de grande clientèle couvrait également via un autre service les fonds de private equity. Et donc, D'accord. étant donné que j'ai été recommandé par un collègue à moi, donc j'ai toutefois passé des entretiens, des tests techniques, des entretiens fit, etc. Le classique des étapes d'entretien pour aller soit en banque d'affaires, soit en private equity, et j'ai réussi. Et donc, j'ai intégré Ametis en juillet de l'année précédente, à savoir 2022, et j'ai fait 6 mois chez eux. Donc, Ametis, en quelques mots, c'est une société de gestion qui est spécialisée dans l'investissement en Afrique, donc qui gère plusieurs fonds, 4 ou 5 fonds de mémoire, avec à peu près 800 millions d'euros d'actifs sous gestion, un ticket moyen entre 30 et 45 millions d'euros. Et ils ont également un fonds européen, donc, via lequel ils investissent dans des PME et ETI françaises. Donc, c'est D'accord. une thèse d'investissement principalement orientée Afrique, qui est très, très rodée et très maîtrisée de la part des fondateurs, et c'est quelque chose que j'apprécie également. Donc, Ametis, pendant 6 mois, analyste private equity, donc en accompagnement des investment managers dans tout le process d'investissement,
de la découverte de l'opportunité ou du screening jusqu'au closing. Et donc, j'ai fait ça pendant 6 mois jusqu'à décembre de l'année dernière. Une fois que j'avais découvert le monde de l'investissement, je me suis tout de même reposé des questions. Je me suis dit, il fallait tout de même que je fasse le conseil M&A. Tu voulais tester le conseil en M&A, c'est ça? Exactement, exactement. Je voulais faire du M&A. L'investissement est vraiment différent, c'est-à-dire qu'on était vraiment de l'autre côté. Et moi, j'aimais bien, la mise en relation, être au plus près des dirigeants en donnant vraiment des conseils, des orientations. Et donc, j'ai été pris chez Arcean, également le même process, entretien technique, fit, et j'en suis. Et Arcean, c'est un cabinet M&A qui a plusieurs bureaux en France et qui conseille des PME françaises dans le cadre de soit de projets d'acquisition, soit de projets de cession. Ils font également des levées de fonds. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois en tant qu'analyste M&A et c'est à l'issue de C'était un stage, c'est ça? exactement. Stage de fin d'études. Exactement. À l'issue de ce stage de fin d'études que j'ai intégré finalement Kerus en tant qu'analyste depuis juillet de cette année-là en CDI. D'accord. Voilà pour le parcours. Et justement, est-ce que toi, tu savais quand tu t'es orienté, est-ce que tu savais que tu allais travailler en M&A ou tu as pas mal hésité en différents métiers? Comment vraiment tu as pris ta décision? Parce que c'est pas facile pour les étudiants et notamment les personnes qui nous écoutent de choisir un métier. Parce qu'en général, par exemple, private equity, les gens commencent par le M&A et après ils vont en private equity. Toi, tu as fait l'inverse. Comment tu t'es orienté en fait? Je dirais un peu comme tout le monde parce que honnêtement, avant le Master 1, je savais même pas ce que c'était que le M&A, les fusions-acquisitions. Pour moi, c'était vraiment un monde très, très étranger. Je comprenais pas trop ni les tenants ni les aboutissants. Et donc, c'est au fur et à mesure des discussions à la fois avec les étudiants, avec les professeurs, que j'ai finalement pu découvrir un petit peu ce que c'était. Et en fait, lors de mon alternance au coverage de la BRED, étant donné que le coverage était un service qui, entre guillemets, chapeautait et gérait plusieurs services différents ou des fonctions support de la banque, à savoir le M&A dans le cadre d'un process. C'est là où j'ai découvert de très très près un process M&A de la part d'une boutique parisienne qui est assez connue, c'était Adviso Partners. D'accord. Donc il y avait une opération à laquelle ils avaient participé et nous on co-arrangeait la dette. Et donc j'ai eu l'opportunité d'échanger avec des personnes de cette boutique-là. Et c'est en échangeant avec ces personnes-là finalement que j'ai su que je voulais faire ce métier-là. Toutefois, l'opportunité ne s'est pas présentée directement. Je fais un petit peu le chemin inverse. C'est-à-dire que faire du M&A, c'est du conseil en mettant en place un process dans le cadre d'une cession, d'une acquisition. Si on fait du private equity, on est au cœur du process. C'est-à-dire qu'il faut se plier au process. Et généralement, les fonds de private equity préfèrent quand c'est bien cadré. Donc, j'ai été exposé à ça à la Banque Populaire. J'ai été exposé un peu de manière différente en étant plutôt proactif chez Amétis. D'accord, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est venu grâce à ton expérience à la BRED, en coverage. Le coverage, c'est top pour découvrir aussi plein d'activités et bien comprendre comment fonctionne une banque. Exactement. Je pense que c'est vraiment top le coverage. Donc, très bien. Donc, maintenant, on va passer Je vais poser quelques questions un peu plus sur tes expériences professionnelles. En fait, tu as eu des expériences, on va surtout se focaliser sur les fusions-acquisitions parce que là, c'est l'objectif de cet échange, de donner des conseils pour réussir ces entretiens en M&A. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le cabinet Kerus Advisory et nous dire aussi quelles sont ses particularités par rapport à d'autres cabinets ou voire même par rapport à une banque aussi, pour qu'on comprenne qu'on peut faire du M&A dans différents domaines d'activité? Bien sûr, bien sûr. Kerus, c'était une banque d'affaires qui était un cabinet M&A ou une boutique M&A qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. Donc, c'était l'ancien AAA qui était créé, qui était situé initialement à Strasbourg. D'accord. Donc, en fait, c'était dirigé par l'associé actuel aujourd'hui. Ils sont 3 d'ailleurs. L'associé fondateur, c'était Jérémy Walsh et il a effectué plusieurs opérations au plus près des dirigeants d'entreprise, de PME françaises, principalement dans le Grand Est. Donc, au fur et à mesure du développement de Kerus, il y a eu un autre associé qui a intégré la structure et à sa venue, ils ont créé le département Transaction Services, donc de l'audit due diligence, de l'audit financier, dans le cadre d'un process d'acquisition ou de cession. Donc, encore une fois, quelques années sont passées et ça a marché plutôt bien parce qu'ils couvraient très très bien la région Grand Est et aussi toute la France entière.
il y a eu une petite approche en fait de la part d'une holding d'investissement, d'une société qui est très connue, qui s'appelle le groupe Mentor. Donc le groupe Mentor a cru au projet et Kerus Advisory est né, ou Kerus tout court est né cette année-là, ou fin d'année dernière, où les associés fondateurs ont levé de l'argent pour déployer en fait plusieurs bureaux sur toute la France. D'accord. Donc voilà la naissance de Kerus. Et Kerus, initialement, c'était pas plus de 5 collaborateurs. Maintenant, on est entre 25 et 30 peut-être. D'accord. Donc ça va très très vite. Il y a plusieurs bureaux qui ont ouvert pour vraiment couvrir toute la France. Donc il y a le bureau parisien, il y a le bureau strasbourgeois, il y a le bureau à Nancy, il y a Nantes dans l'ouest, il y a Sud, Bordeaux, Toulouse, il y a Nice, Marseille. Il y a des bureaux vraiment partout avec des directeurs pour chaque bureau. Et principalement, les équipes de production sont situées à Paris et à Strasbourg avec des chargés d'affaires, des analystes, des stagiaires et j'en suis. Donc, et c'est quoi la particularité justement de Kerus par rapport aux autres cabinets, et aussi si tu peux expliquer la différence avec une banque d'affaires? Bien sûr. La particularité de Kerus, déjà, premièrement, c'est que c'est à taille humaine. C'est-à-dire que finalement, les rapports entre l'analyste, le chargé d'affaires et l'associé sont des rapports qui sont très directs, et où il n'y a pas forcément d'intermédiaire entre les deux, également avec les directeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un cabinet M&A qui est à taille moyenne ou à taille humaine, en fait, c'est qu'on est vraiment exposé au process et qu'on fait plus que de faire des slides. Ça, c'est le premier point. Ah oui, c'est bien ça. Donc ça c'est le premier point. On est vraiment au cœur du process, on y participe activement et on gère une bonne partie en fait du process. Donc ça nous permet, d'être exposé, d'apprendre plus rapidement pour évoluer par la suite en termes de compétences. Ça, c'est le premier point. La différence aussi avec une grande banque d'affaires, c'est que finalement, en fait, on fait du conseil M&A et il n'y a pas de personnes d'autres structures qui interviennent dans le processus. C'est-à-dire qu'on gère absolument tout avec le client. Le client fait appel à un conseil M&A justement pour ne pas avoir à travailler des heures supplémentaires lors d'un process d'acquisition ou de cession. Et donc, c'est une délégation en fait quasi totale. Donc, nous, en fait, on gère absolument tout. Et il n'y a pas d'interférence avec d'autres services de Kerus ou autres, sachant que Kerus fait pas que du M&A, fait du conseil en financement et fait aussi des audits d'acquisition. Donc, voilà, c'est un peu la très grande différence que je vois aujourd'hui. Et donc là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que vu que c'est à taille humaine, donc c'est vraiment une très belle expérience parce que tu es exposé à tout. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des missions quand tu dis que tu vois, c'est-à-dire comparé à une banque d'affaires où ils font ils font plutôt des modèles, des modélisations financières. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça diffère aussi les missions chez Kerus que des missions, par exemple, dans une banque d'affaires? C'est des missions qui sont très formatrices. Bien qu'il y ait des missions classiques qu'on peut trouver dans une grande banque d'affaires, à savoir préparer les teasers, les pitchs, les mémos, en fait, on est vraiment au cœur du process. C'est-à-dire que dans un process M&A classique où il faut avant toute chose aller chercher un client à titre d'exemple, le directeur fait sa prospection, l'associé fait sa prospection, mais au moment de faire le pitch, il va falloir le préparer. Donc, c'est l'analyste ou le chargé d'affaires qui prépare le pitch et assiste au pitch avec le directeur concerné ou l'associé en question. Donc, c'est des choses qui arrivent très souvent et ça permet au chargé d'affaires et à l'analyste de s'exposer, de voir comment est-ce que les directeurs, les associés se comportent en fait professionnellement devant un client, devant un prospect. Et ça apporte beaucoup de choses au savoir-être au sein de l'entreprise, au sein d'un cabinet M&A. Gérer la relation client, c'est très, très important et c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, je dirais tout de suite, donc ça prend un peu de temps. Donc, à part le fait de préparer de la documentation, on participe activement au process. Ça, sur le premier point sur les pitchs. L'étape du mémo, c'est une étape qui est un peu collaborative. Donc, on fait des mémos et généralement, on fait tout seul. On fait tout seul. Ah oui. On fait tout seul en collaboration avec d'autres chargés d'affaires, d'autres analystes, parce que c'est quelque chose qui est très, très long à faire, qui n'est pas facile à faire. Donc, il faut avoir une vision globale, en fait, avec la personne qui s'occupe du dossier pour bien comprendre la société, l'environnement dans lequel elle évolue. Et pour apprendre ça, il faut discuter avec le client. Si on ne discute pas avec le client, on n'arrivera jamais, en fait, à positionner l'entreprise dans son environnement si je puis dire, en fait, économique. Donc ça passe avec des entretiens avec le dirigeant. Il n'y a pas forcément, si je puis dire, en fait, d'obstacles, en fait, mis en place entre l'analyste, le chargé d'affaires et le client. Il y a des interactions régulières avec les clients. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc ça nous permet aussi de comprendre bien comme il faut le business model et aussi
au moment où il faut commercialiser, envoyer des teasers, chercher des contreparties ou des repreneurs ou des entreprises qui sont intéressées par le dossier, c'est l'analyste qui envoie, qui commercialise en fait le dossier. Il peut, à titre d'exemple, en toute autonomie, s'il comprend très bien le dossier, d'exposer un petit peu voilà, le projet d'investissement au repreneur et ainsi de suite. Donc, au-dessus de cette... Il y a l'aspect commercial, en fait. Exactement, il y a un aspect commercial en fait qu'ils essaient de développer parce qu'au sein de la PME française, il faut aller chercher du deal et pour aller chercher du deal, il faut avoir une fibre commerciale et c'est pas quelque chose qui s'apprend en étant voilà, 10 heures, 12 heures par jour devant son ordinateur à faire des slides. Donc, il y a ce petit plus qui est agréable et qui est nécessaire, je trouve, de mon point de vue. Et d'ailleurs, c'est la philosophie de Kairos aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien là où je suis et j'aime bien ce que je fais là où je suis. J'aimerais bien que tu nous parles justement d'une mission qui t'a marqué, une mission que tu as eue, qui t'a particulièrement marqué, ou justement peut-être tu as été exposé un peu à tout. Bien sûr, bien sûr. Et même si tu peux aussi donner peut-être quelques détails aussi sur le deal s'il a été rendu public. Bien sûr. Alors, étant donné que j'ai rejoint Kairos en juillet juillet de cette année-là, 2023, il n'y a pas forcément de deals en fait qui sont rendus publics là tout de suite. Mais on a travaillé sur des deals qui sont très très intéressants. Très intéressants. Ça peut être. Je vais parler d'un deal brièvement. On avait fait une levée de fonds. De plusieurs millions d'euros. Ça dépasse les 200, 250 millions d'euros. Pour le titre d'une société en fait qui voulait faire un investissement particulier dans un secteur très très niche de la distribution. C'était une société d'investissement? Non, c'était pas une société d'investissement, mais c'est une société qui était vraiment établie et pour faire justement une expansion à la fois en France et des ouvertures en fait de structures de structures similaires en fait à l'étranger, en Pologne, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Donc, il fallait lever des fonds. Et quel secteur c'était la société? C'était la distribution, disons la food tech. Ah oui, tu peux pas te dire non, pour l'instant, je peux pas dire. Donc ça, c'était récent, donc c'était voilà, récent. D'accord. C'est tout récent. Et donc, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'était assez précis en fait et complexe en fait comme sujet parce que il y avait plusieurs sociétés au sein du périmètre en fait où il fallait lever des fonds avec des flux intra-groupes qui sont importants. Donc il faut tout de même une expertise et j'étais pas tout seul sur le dossier. Donc on était plusieurs et à la fois il y avait ce partage d'expérience en fait qui s'est fait entre les personnes qui travaillaient sur ce sujet-là. Donc il y avait à la fois un des associés qui était vraiment un grand expert en fait du financement qui a aidé à structurer en fait toute la partie dette, etc. Il y avait aussi un directeur qui justement travaillait en transaction services, qui a contribué en fait à bien débroussailler en fait le modèle financier et bien l'étendre et le rendre extrêmement précis pour qu'on puisse vraiment voir les projections futures. Et il y avait aussi également moi qui à la fois avait fait de l'investissement, j'avais fait du coverage, donc j'ai pu apporter mon expertise en fait que j'avais en banque dans ce dossier-là. Donc en fait, c'était plutôt une sorte de fusion en fait de 3 compétences qui sont différentes pour faire de la levée de fonds. Des deals auxquels j'ai réellement participé en M&A et qui sont en cours de finalisation, c'était des deals sur lesquels j'ai travaillé en début d'année. Donc c'était un industriel français qui fabriquait des tubes simplement. Donc en fait, des tubes de diamètre, je dirais très très fin pour tout ce qui est management de fluide, pour tout ce qui est automobile, véhicules agricoles, etc. Donc, c'était une boîte qui faisait à peu près, je dirais pas loin de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui faisait une très très bonne marge d'EBITDA aux alentours de 10%. Et en fait, le dirigeant était vieux, donc il voulait partir à la retraite. Il avait plus de 70 ans et donc il voulait arrêter l'activité en vendant en fait ses actions. Et donc, il avait fait appel à la structure dans laquelle je travaillais avant pour justement préparer en fait cette session. Et justement, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc, il faut prévoir un minima 1 an, dépendamment de la qualité du dossier, du secteur, de la taille, et j'en passe. Donc, ah oui, donc je vois que tu participes un peu à tout. Là, c'était de la levée de fonds, donc c'était un peu du conseil aussi à la levée de fonds, mais aussi tu travailles aussi sur des modélisations financières. Exactement, oui. Tu fais vraiment. Et est-ce que le cabinet est sectorisé ou vous travaillez? Non, pas du tout. C'est un cabinet qui est généraliste. On peut travailler sur de la menuiserie, comme on peut travailler sur des bureaux d'études d'ingénierie, des sociétés de construction, de la plasturgie même.
C'est vraiment des secteurs qui sont très, très différents. Des fois, les secteurs n'ont rien à voir les uns les autres, même la logistique éventuellement, l'agroalimentaire aussi. Et ce qui est bien quand c'est un cabinet qui est généraliste, on ne développe pas une expertise en fait, extrêmement poussée dans un sujet précis, mais on sait parler de tout. C'est-à-dire que quand on est devant un dirigeant, par exemple, sur un secteur dans lequel on avait fait une transaction ou deux, on aura déjà fait au préalable, via ces deals-là, des études de marché, on aura approfondi un petit peu en cherchant vraiment les grands acteurs du secteur, etc. Et ça nous permet à la fois d'avoir une vision qui est assez globale, pas très poussée, mais globale, qui nous permet d'enclencher une discussion et de montrer aux dirigeants finalement que on sait faire, on connaît les acteurs, on a déjà travaillé sur ce secteur-là, voilà comment il faut faire, voici vos concurrents. Et généralement, dans une discussion franche et assez directe avec un dirigeant, il commence à parler de ses concurrents, on peut rebondir, tiens, en fait, cette société, on l'a déjà croisée, on avait fait ça pour telle ou telle société, donc ça permet d'enclencher la discussion et d'aller un petit peu plus loin, de faciliter un petit peu les transactions. Alors, maintenant, pour faire, c'est très intéressant. Et juste pour conclure cette partie sur les expériences professionnelles, parce que là, tu me parles de missions tellement variées, c'est des choses qui sont impossibles quand tu débutes, par exemple, en tant qu'analyste en banque d'affaires, dans une grande banque d'affaires comme Goldman Sachs, tu ne vas pas directement être proche du client. Donc, ça, c'est sûr. Mais du coup, pour conclure juste sur cette partie, est-ce que tu peux me dire quel type de profil, selon toi, pourrait s'épanouir dans un cabinet comme Kérus? Et comment tu définis la culture de travail, en fait, chez Kérus? C'est une culture qui est bienveillante, franche et bienveillante. Et le plus important, quand on est, j'irais dans une structure autre que les banques d'affaires ou le M&A principalement, dans le monde de l'entreprise, il faut être bienveillant, il faut avoir des discussions franches et directes avec ses collègues. Ça, c'est un point qui est important. Quelqu'un qui pourrait s'épanouir chez Kérus, c'est quelqu'un qui aimerait toucher à tout. C'est quelqu'un qui aimerait avoir des missions diverses et variées parce que je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, faire de slides toute la journée au travail sur PowerPoint, à faire des études de marché. C'est un peu le job en fait des analystes dans des grandes banques d'affaires. C'est des missions qui sont très très ciblées étant donné que c'est de la documentation qui est importante. On parle de mémos qui font plus de 100 pages à titre d'exemple. Et l'analyste qui vient, par exemple, qui vient dans cette grande banque d'affaires ne va pas faire toute l'information mémorandum. Il va peut-être faire une slide ou deux d'une certaine partie ou une part de slide, et c'est plusieurs personnes qui travaillent dessus. Donc, si la personne qui pourrait s'épanouir chez Kérus, c'est une personne qui aimerait toucher à tout, c'est une personne qui aime le contact, qui aime le conseil, qui aime être au plus près en fait des dirigeants et qui aussi aimerait s'aventurer sur d'autres sujets que le M&A, parce que le M&A, c'est très bien, mais le M&A, en fait, c'est une partie. Voilà, c'est une infime partie en fait de conseil qui voilà, dans le cadre d'une transaction, le conseil M&A fait pas mal de choses. Il ne fait pas que du M&A, parce que le M&A, ça s'arrête au moment où il faut signer où il faut signer l'acte de cession, tout simplement. Mais avant de signer l'acte de cession, il faut aller chercher, à titre d'exemple, du financement si on est à l'acquisition. Pour chercher du financement, il faut savoir discuter avec les banques, il faut savoir structurer une dette. Et là, il faut avoir d'autres compétences, il faut savoir négocier. Il faut du juridique aussi. Le juridique, c'est très important. Et je l'avoue, j'ai des lacunes dans le juridique. Et donc, heureusement qu'aussi, on fait des formations chez Kérus. Et dans pas longtemps, il va faire une formation juridique pour tout ce qui est LOI, acte de cession, les GAP, pour tout ce qui est garantie actif-passif. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, le M&A, si je puis dire, en fait, c'est un regroupement, de mon point de vue et de mon humble expérience, c'est un regroupement de compétences différentes qui font qu'aujourd'hui, une personne soit capable, en fait, de conseiller un dirigeant dans le cadre d'un process qui est très très long et très complexe. Donc, pour moi, c'est un peu ça le M&A. Ça va au-delà du Alors, juste, est-ce que vous recrutez en ce moment? C'est des stagiaires, par exemple, des analystes? Kérus recrute. On a des stagiaires de 4 mois, 6 mois qui vont jusqu'à décembre. Il me semble que le process est toujours en cours. En fait, on en recherche encore un en janvier et je pense que les entretiens sont en cours. D'accord. Mais Kérus recrute activement. Les endroits principalement dans lesquels Kérus recrute, c'est Paris. Les stagiaires, Paris, Strasbourg et Nancy. D'accord. Donc, là, les 3 bureaux dans lesquels Kérus recrute. Et il me semble qu'il y a encore des recrutements en cours pour tout ce qui est M&A principalement. Okay. Donc, alors maintenant, bon, c'était très clair. On va passer à la partie tant attendue, la préparation aux entretiens en fusion-acquisition. Donc, juste avant, bien sûr, de faire passer l'entretien blanc, bon,
as vécu ce process. Aujourd'hui, tu es libéré. Ouais, voilà, c'est ça. Tu es analyste enfin. Et donc, ce serait très intéressant si tu pouvais expliquer comment tu t'es préparé pour tes entretiens et nous parler un peu de ce Bien parcours. sûr, Tu as bien sûr. passé les entretiens dans quelle boîte? Comment tu t'es préparé? Bien sûr. Disons que ça s'est fait assez naturellement parce qu'aujourd'hui, la plupart des étudiants passent par des plateformes où l'information est disponible immédiatement. C'est généralement des plateformes en fait comme chez Impact où on connaît extrêmement bien les process, donc l'information est disponible tout de suite. Moi, j'ai pas eu la chance de passer par des plateformes comme chez Impact. J'ai fait un peu autrement. J'ai fait un petit peu mon chemin. J'ai fait plusieurs formations. Entre-temps, j'ai dû faire une formation en modélisation financière. J'ai passé l'ICCF HEC Paris, une autre formation MNE à Columbia. Et en fait, toutes ces formations que j'ai passées, j'ai dû en fait regrouper tous les fichiers que j'avais et faire comme une sorte de petit livre blanc en PDF où il y avait en fait un peu toutes les questions principales en fait sur M&A ou corporate finance. Et j'avais aussi un fichier Excel, je dirais un peu classique où il y avait une modélisation, bilan, compte de résultats et tableau de flux de trésorerie sur 5-6 ans et avec toutes les cellules en fait qui sont liées entre elles. Et donc en fait, j'ai dû lire ce document plusieurs fois, le PDF, j'ai dû refaire l'Excel plusieurs fois. Et c'était des formations qui m'ont assez aidé parce que généralement en entretien technique, quand on passe un modèle sur Excel, il faut aller vite. Donc grâce à ces formations-là, j'ai su comprendre enfin comment aller un petit peu plus vite sur Excel. Donc finalement, j'ai préparé mes entretiens comme ça. Donc les vrais process que j'ai passés, c'était chez Amétis où il fallait passer un entretien technique avec des questions posées en direct sur le PNL, compte de résultats, bilan, etc. Où il y avait aussi des questions, je dirais, sur des fonds d'investissement principalement. Et aussi, il y avait un modèle Excel à faire. Un modèle Excel où il y avait il y avait des hypothèses. Bon, il y avait une feuille où il y avait des hypothèses. Il y avait un compte de résultats, un bilan et un tableau de flux de trésorerie. À partir des hypothèses, il fallait remplir le bilan, le compte de résultats et le tableau de flux. Et il fallait que tout soit lié et que le bilan à la fin soit équilibré à 100%. C'est-à-dire que ça, c'est en private equity. Ça, c'était mon private plutôt equity. En M&A. Et c'est exactement la même chose en M&A. On t'a posé des questions, on t'a demandé de faire aussi un modèle en. C'est exactement la même chose. Il fallait faire un modèle. Et ce qui change en fait peut-être de mon expérience, parce que des entretiens, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais ce qu'on m'a peut-être demandé en plus en M&A, c'est de faire des slides. Donc, il faut savoir bien structurer sa slide. Est-ce qu'on l'a fait en moitié-moitié? C'est un profil, c'est ça? Un profil d'une entreprise? Voilà, exactement. Il fallait faire un teaser, tout un simplement. Teaser. Voilà, Pendant combien de temps? Tu avais combien de temps? J'avais pour le teaser, disons 45 minutes. C'est chez Kérus qu'on t'a demandé ça? Non, pas chez Kérus. Hein. Ça, c'était chez RCN. On m'a demandé de faire un teaser. Donc, il faut savoir structurer sa slide. Il faut savoir structurer un petit peu, déjà savoir présenter, ne pas mettre des couleurs très flashy, mettre des couleurs qui sont très très sombres, savoir faire les graphiques, parce que les graphiques un peu, qu'on peut voir dans certaines présentations, sont des graphiques qui sont pas beaux du tout et ça donne pas envie en fait de les lire. Il faut vraiment des trucs des choses qui sont épurées. Donc en fait, il y a une certaine manière bien précise de le faire et ça, je pense que ça s'apprend vraiment avec la pratique ou il faut aller chercher l'information directement dans des plateformes comme chez Kingpact à titre d'exemple. Donc je devais faire un teaser, j'avais à peu près 40-45 minutes, il fallait présenter l'entreprise, le marché, les chiffres clés financiers, la transaction et tout ça dans une seule slide. Donc il faut savoir aussi synthétiser. Tu avais Internet, tu avais accès, tu avais le droit de chercher sur oui, Internet? Bien sûr, un minimum pour avoir ou bien peut-être qu'ils t'ont donné un document, je sais pas, parfois. Non, j'avais entre guillemets le nom de l'entreprise, il y avait le site internet, j'avais même le droit à une étude de marché Xerfi. Mais en fait, le but de faire une slide, c'est vraiment d'essayer de voir en fait si le candidat a vraiment un esprit de synthèse qui fait que dans une seule slide, il sait présenter des informations clés. C'est-à-dire qu'un teaser, c'est une page. Hein. Je regarde la page, je sais exactement tout ce que tu dois. Ouais, et tu peux nous parler du processus de recrutement chez Kérus? Comment ça s'est passé? Les questions qu'on t'a posées, les tests techniques, etc. Chez Kérus, c'était un peu différent parce que c'était le même principe en fait que RCN. Donc en fait, au fur et à mesure de la discussion que j'avais eue avec les associés, il n'y avait pas réellement besoin de passer des tests techniques, vraiment. Donc c'était plusieurs entretiens avec les associés
après, naturellement, l'entretien officiel avec les ressources humaines, etc., il y avait l'entretien avec les associés. Et l'associé, étant donné que ça faisait plus de 10 ans ou 15 ans, plus de 15 ans même, je pense, qu'il fait du M&A, il a su tout de suite, en fait, que avec mes expériences professionnelles, il n'y avait pas réellement besoin, en fait, d'aller pousser le test technique plus loin. Il m'avait posé 2-3 questions et il sait que il fallait s'arrêter là et qu'il fallait pas aller plus loin. Mais généralement, en M&A, il faut savoir descendre un PNL, un compte de résultat, il faut connaître la structure de son bilan, il faut connaître comment descendre un tableau de flux de trésorerie, les liens entre les 3 états financiers, ça c'est très important. Généralement, les étudiants connaissent la structure des 3 états financiers, mais pas forcément les liens qui sont entre les deux, comment est-ce que les flux fonctionnent entre les 3 états. Il faut connaître aussi un process M&A, ça aussi c'est important, connaître les principales étapes en fait d'un process M&A et aussi avoir à minima une petite culture en fait économie. Je pense que c'est un petit plus, un petit bonus supplémentaire. Après le reste, je pense que c'est que du fit. Et alors, pour conclure sa partie, avant de passer à l'entretien, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui veulent postuler chez Kérus et qui veulent se préparer aux entretiens pour Kérus? Bien sûr. Qu'est-ce que tu conseillerais? Peut-être que je vais prendre la question et je vais la couper en deux parce que j'aimerais nous apporter une sorte d'authenticité en fait et une franchise à la question. Si aujourd'hui en fait il y a des étudiants qui désirent des banques d'affaires type du M&A à BNP, Goldman Sachs, Morgan Stanley, j'en passe, hein, les très grandes boutiques, il faut faire des écoles ciblées. Voilà, vraiment pour être franc. Toutefois, en fait, le monde du M&A est tellement grand. Il y a des centaines de banques d'affaires en France, des milliers à l'étranger, des dizaines de milliers dans le monde. Donc, il faut pas vraiment, faut avoir une vue assez globale. Donc, pour ça, il faut faire une bonne école. Ça aide, hein, ça aide beaucoup. Ça évite de faire des stages supplémentaires comme moi. Donc, il faut faire une bonne école, il faut se faire confiance, il faut faire ses devoirs, c'est-à-dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut jamais le prendre personnellement parce que en fait, quand on se prend un an parce qu'on a juste envoyé le CV, qu'on a passé un entretien, c'est pas un an à la personne en fait, c'est un an à un tout. C'est un an aux techniques, c'est un an au fit, c'est un an à plein de choses. Il faut jamais le prendre personnellement et il faut jamais lâcher l'affaire parce que avant d'aller chez Curie, je pense que j'ai dû passer au moins une trentaine d'entretiens. Ah oui, voilà. D'accord. Donc Et c'était quel type de... C'était plusieurs process comme ça. C'était vraiment plusieurs process comme ça. Dans des cabinets ou c'était des banques? C'était des cabinets même. Moi, j'ai orienté. Ah, tu as orienté ta recherche, c'est bien ça. Je savais pertinemment que si je postulais à des grandes banques d'affaires, le CV, il passerait même pas en fait comment on appelle ça, le screening. Exactement. Ça peut arriver quand même. Ça peut arriver. Mais moi, je voulais pas m'embêter. Oui, tu voulais pas, je comprends. Je voulais pas. Surtout qu'on apprend beaucoup. Tu apprends beaucoup quand même dans un cabinet. Et il faut pas hésiter à contacter les gens aussi. Donc une fois qu'on fait ses devoirs, qu'on est prêt, qu'il faut pas le prendre personnellement et que on se fait confiance, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que il faut se donner à fond et il faut absolument pas lâcher les bras parce que ça arrive généralement au dernier moment. C'est un peu ça. Ça arrive au moment où on commence à perdre espoir. On se dit, tiens, non, mais je pense pas que ça va passer, ça va être compliqué. Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut continuer encore à postuler. Et généralement, ça fonctionne. Donc, en ayant validé ces prérequis-là, je pense qu'il faut tout de même y aller et jamais le prendre personnellement. Parce que des entreprises ou même des cabinets de conseil, il y en a beaucoup avec des personnes qui sont réellement compétentes, avec un grand réseau. Et si on n'a pas le poste qu'on veut tout de suite, on va aller dans une certaine boutique. Il y a toujours d'autres moyens de le faire. Il y en a plein. Il y a d'autres moyens de le faire. On peut commencer autre part dans une certaine boutique de taille moyenne, peut-être pas très connue, et faire son chemin par la suite. Exactement. Ouais, c'est un peu ça le conseil. Alors, donc, avant de passer à l'entretien blanc, déjà, merci de nous avoir donné des conseils et aussi pour... là, vous comprenez qu'il y a pas mal de choses à préparer avant un entretien. Donc, toi, tu as quand même fait plein de certifications aussi en M&A pour te préparer. Et donc, juste avant de passer à l'entretien blanc, donc, nous, on propose des formations donc en fusion-acquisition. Donc, c'était pour vous présenter donc, les différentes formations qui vous sont accessibles. Donc là, il y aura un code promo qui vous sera envoyé demain, donc moins 20%. Donc, on a 3 packs qui sont possibles.
Le premier pack, c'est pour ceux qui ne savent pas vraiment s'orienter en finance d'entreprise, parce qu'il y a quand même plus de 90 métiers, plus de 50 secteurs. Donc, vous avez un accès, donc c'est un cours accès à vie et sans engagement qui est à 120 €. Et c'est 7 cours avec des quiz, avec des exercices, plus de 34 exercices pour vraiment définir les métiers qui vous correspondent en finance, les types de structures et les secteurs. Donc, c'est 6 exercices et dans ces 6 exercices, il y a plein d'exercices. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 34 exercices au total avec 3 quiz notamment. À la fin, je vous donnerai un quiz. Justement, c'est un cadeau pour ceux qui ont participé. Le deuxième pack, c'est le cours réussir ses entretiens techniques en fusion-acquisition. Donc là, il y a tout ce que vous devez savoir pour vous préparer. Donc, c'est à 150 €, un accès à vie et sans engagement. Donc, il y a une partie comptabilité, valorisation, mergère, consolidation, LBO, process aussi d'une fusion-acquisition, on en a parlé, et toute la partie EV, equity, bridge. Donc, c'est très bien, c'est résumé, concis, avec 20 exercices. Enfin, il y a aussi le pack complet, si ça vous intéresse. Donc, ça regroupe les 2 cours, mais aussi 1 heure de coaching avec un de nos mentors, notamment Salah Eddine. Vous aurez la possibilité d'avoir 1 heure d'entretien blanc aussi avec lui. Ça regroupe les 2 cours avec 1 heure de coaching en entretien blanc. Donc maintenant, on va passer à la partie tant attendue, l'entretien blanc. Donc je vais faire passer un entretien classique pendant une quinzaine de minutes et après on va débriefer sur ça. Pour l'entretien, il faut prendre des notes, donc tu m'excuseras, j'ai pas de Voilà. calepin avec un stylo. Là, ça commence mal déjà parce que tu arrives sans notes et là, c'est pas normal. Moi, déjà, je n'ai même pas envie de te faire passer l'entretien, mais on va quand même le faire, c'est pas grave. C'est vrai que c'est mieux d'arriver avec des notes. C'est sûr. Et là, déjà, la chemise, c'est bien quand même. Hein. C'est un bon début. Bon, bah, alors, on a sélectionné quelques questions, donc on va commencer. Donc, bonjour, Salah Eddine. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pourquoi vous avez candidaté au sein de notre entreprise? Très bien, très bien. Je m'appelle Salah Eddine Batra, j'ai 25 ans. Je suis diplômé d'un MBA Finance d'entreprise, fusion, acquisition et banque d'affaires de Financia Business School. J'ai eu plusieurs expériences lors de mon passage à Financia. J'ai commencé en banque commerciale de détail en tant que conseiller. J'ai fait 2 ans de coverage en tant qu'analyste au sein de la direction des entreprises industrielles. On couvrait les groupes français qui faisaient plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire, l'automobile et la pharmacie. Ensuite, j'ai eu la chance de faire 6 mois de stage en investissement private equity chez Ametis, société de gestion qui est spécialisée dans l'investissement en Afrique avec un fonds également en Europe, et un stage de 6 mois en conseil M&A dans une boutique qui s'appelle Arcean, où il se positionne en tant que conseiller M&A dans le cadre de process de cession, d'acquisition ou de levée de fonds pour des PME françaises. Donc voilà pour mon parcours. Et si je me présente aujourd'hui, c'est vraiment pour vous à la fois me présenter, mettre en exergue mon parcours et justement vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que voilà, j'aimerais intégrer votre structure qui correspond à mes attentes en termes de recherche d'insertion professionnelle. D'accord. Et pourquoi donc vous êtes intéressé par notre structure? Bien sûr, j'ai vu sur votre site internet que vous êtes plutôt centré sur la PME française. La PME française représente, je dirais, au moins 70% du tissu économique français. Donc, c'est un point qui est important et qui me tient à cœur parce que j'aime bien et j'aime beaucoup accompagner les dirigeants, donner conseil aux dirigeants, être au plus près lors d'opérations capitalistiques telles que des cessions, des acquisitions et des levées de fonds. Principalement parce que c'est des missions qui sont importantes. Un dirigeant aujourd'hui d'une PME qui souhaite céder son entreprise, je dirais que c'est une opération qui arrive peut-être 1 ou 2 fois dans une vie. Donc, par principe et par définition, c'est quelque chose qui est important. Deuxième chose, pour moi, c'est la diversité des missions. Aujourd'hui, faire du M&A n'implique pas une seule ou 2 ou 3 tâches. C'est un panel en fait de compétences et d'expertise en fait que j'aimerais apprendre, que j'aimerais maîtriser avec votre société. Et troisièmement, je dirais c'est quelque chose en fait c'est un métier en fait où qui est différent au quotidien. Le deal d'hier ne sera pas le deal de demain et les journées ne se ressemblent pas. Donc voilà principalement les 3 raisons pour lesquelles j'aimerais intégrer votre structure.
Et si vous êtes recruté par Goldman Sachs, est-ce que vous choisirez notre structure ou Goldman Sachs? Je dirais plutôt votre structure. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que j'irai chez Goldman Sachs. Étant donné que votre structure est à taille humaine, les rapports sont plus fluides. Je suis plutôt du genre à plutôt préférer en fait un mentorat de proximité, et c'est pas quelque chose que je pourrais trouver dans une grande banque d'affaires type Goldman Sachs. Alors, pourquoi les fusions-acquisitions? Parce que j'ai vu que vous avez fait du private equity avant. Pourquoi vous êtes intéressé plutôt par les fusions-acquisitions? Je suis intéressé par, même si j'ai fait du private equity avant, en faisant ce métier-là et en ayant eu la chance en fait d'être exposé à des process M&A au plus près des conseils des dirigeants et des présidents et des advisors hein, principalement, j'ai vu en fait les interactions qu'il y avait entre les dirigeants et les conseillers M&A. C'est des interactions qui sont très très spéciales. Hein. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu au moment où j'ai passé mes 6 mois chez Amétis dans l'investissement. Et comme je le disais, étant donné que j'aime bien faire du conseil, donner du conseil et être au plus près des dirigeants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et surtout, c'est le fait de participer à des missions qui sont importantes parce que ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup d'attention. Et comme je le disais, en fait, hein, les fusions-acquisitions ou un process de cession ou un projet d'acquisition d'investissement, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie d'un entrepreneur et c'est pour ça qu'il doit être bien entouré et bien conseillé. Donc faire partie de ces gens-là, je pense que c'est un privilège et c'est quelque chose qui me permettra de maîtriser éventuellement beaucoup de compétences à la fois financières, juridiques et humaines aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler d'une expérience que vous avez eue, parce que vous étiez en stage avant chez Amétis? Si vous pouvez me parler d'une transaction sur laquelle vous avez travaillé? Bien sûr. On était participant dans un process d'acquisition d'une entreprise qui faisait de la distribution et de la maintenance de guichets automatiques de billets ou de distributeurs automatiques de billets. Donc, c'était une cible qui faisait à peu près une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui était basée en Afrique de l'Ouest, pour ne pas citer le pays, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et donc, voilà. Donc, on participait au process du screening, on a identifié la cible, on est passé en premier comité, on a enclenché les audits d'acquisition, des audits financiers, RH, RSE, c'est très important parce qu'il y a une dimension RSE qui était importante dans ce sujet-là. L'idée aujourd'hui, ou plutôt le marché aujourd'hui, où même les gens principalement pensent que les audits les plus importants sont les audits financiers, mais les autres audits ont leur importance. C'est-à-dire qu'au moment où on a passé les audits RH, il y a eu un léger souci en fait qui a fait que on laisse tomber la transaction. On ne va pas plus loin, même si on a signé voilà, une LOI. Donc, les audits n'étaient pas conclus. Donc, c'est-à-dire que tout peut très bien se passer d'un point de vue financier, d'un point de vue RSE, d'un point de vue fit avec les dirigeants, d'un point de vue critères d'investissement principalement, mais aussi les aspects humains en fait, hein, ressources humaines, le mot humain dans ressources humaines sont très très importants également, et ça peut être aussi un critère qui est très déterminant dans le choix d'investissement de société de gestion. Et donc, moi, étant étudiant à ce moment-là, je ne savais pas que une problématique en fait ressources humaines pourrait vraiment avoir autant d'enjeux dans une transaction. Donc il faut pas se leurrer quand on travaille dans l'investissement. Il faut vraiment faire attention aux détails. Un petit détail peut jouer énormément en fait, au niveau de la transaction. Alors, donc nous on a eu pas mal de candidatures. Qu'est-ce que vous avez compris justement de ce poste en particulier en tant qu'analyste en fusion-acquisition chez nous? Bien sûr, je pense principalement que c'est un poste de production, donc il faut maîtriser les principes en fait fondamentaux de ce qu'on demande principalement pour un poste tel que analyste M&A. Il faut savoir utiliser PowerPoint, faire des pitchs, faire des teasers, faire des mémos. Il faut savoir faire des teasers également. Il faut savoir manipuler Excel, faire des modèles financiers, manipuler des databooks. Je dirais la base d'un job d'analyste, c'est vraiment la production, premier abord. Donc c'est ce que j'ai compris principalement de la fiche de poste, mais aussi une sorte d'attention et de rigueur en fait qui nous permettrait aussi de participer à un process M&A en entier. Comme je le disais, en fait, c'est plusieurs compétences à laquelle il faut être exposé.
D'accord. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions techniques. Est-ce que vous pouvez me dérouler un PNL? Bien sûr, un PNL ou un compte de résultat, il y a trois parties. Il y a la partie exploitation, il y a la partie financière et la partie exceptionnelle. Exploitation, on y retrouve tout ce qui est chiffre d'affaires, marge brute, EBITDA, BE ou EBIT. Ensuite, il y a la partie financière, les produits et les charges financières. Il y a la partie exceptionnelle avec tout ce qui est résultats exceptionnels et charges financières. Ensuite, tout ce qui est les impôts sur les sociétés et le résultat net. Donc D'accord. voilà pour le PNL. Et pour donc le tableau de flux de trésorerie? Tableau de flux de trésorerie en trois parties également. Donc la partie exploitation, la partie investissement et la partie financement, donc tout le cycle de vie en fait d'une entreprise. La partie exploitation, principalement, on commence avec le résultat net ou l'EBITDA, principalement le résultat net auquel on ajoute les dotations d'amortissement parce que voilà, le résultat net n'est en aucun cas un indicateur cash. Nous, on cherche à avoir des flux. Donc résultat net plus dotations d'amortissement, dépréciation, variation de BFR, qu'on a un autre flux d'exploitation. Ensuite vient les CAPEX, donc les investissements principalement en immobilisation corporelle et incorporelle. Viennent les investissements en immobilisation financière, et ça, c'est la partie investissement. Donc la partie financement, c'est tout ce qui est lié au process de financement, mode de financement, donc les souscription de dette, remboursement de dette, augmentation de capital, diminution de capital, même si c'est rare, distribution de dividendes également, parce que c'est une opération qui est capitalistique, et ça nous donne des flux de financement. Donc les trois flux nous donnent mes flux de trésorerie qui varient en fait, ou qui font varier ma trésorerie d'ouverture à ma trésorerie de clôture, et c'est ainsi de suite d'année en année, un tableau de flux de trésorerie. Très bien. Et alors, pouvez-vous maintenant me parler des principales étapes d'un process sell-side en fusion-acquisition? Un process sell-side, ou d'autres termes, un process session, c'est plusieurs étapes. Si on commence dès le début, il faut d'abord trouver le client qui souhaite vendre sa boîte. Donc pour ça, il faut prospecter. Une fois le besoin identifié, il faut pitcher le client. Donc c'est préparer un dossier ou un support PowerPoint qui est extrêmement précis, où on met les avantages en fait de se faire accompagner par une banque d'affaires, où on lui présente un petit peu les cibles qu'on souhaite approcher, lui présenter ses états financiers et ensuite lui présenter aussi une sorte d'étude de marché, parce que même si le client est maître de son secteur, on peut apporter des informations complémentaires et ça permet d'apporter des points. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le tarif, il faut faire une lettre de mission. Une fois que la lettre de mission est signée, il faut préparer toute la documentation, à savoir les teasers, les informations mémorandum, il faut préparer aussi le databook. Une fois que c'est fait, il faut faire un screening, identifier les acteurs, envoyer les teasers, recueillir les intérêts, préparer des management de présentation, des rendez-vous avec les dirigeants, avoir une LOI. Le but, c'est d'avoir une LOI, principalement. Ensuite, après la LOI, il faut mettre en place des audits, comme je disais tout à l'heure, des audits financiers, RSE, ça peut être des audits RH également, des audits IT, parce que ça existe. Et ça, c'est la personne qui achète ou qui va acquérir la société que moi, je cède, qui va faire ces audits. Et donc, une fois les audits effectués, donc il va falloir se mettre d'accord sur un prix. Généralement, il y a une fourchette qui est préétablie, mais une fois le prix établi, il va falloir signer l'acte de cession ou passer au closing. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'un LBO? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi comment on structure aussi un LBO? Bien sûr, un LBO ou un leverage buyout, un achat par effet de levier, c'est tout simplement un moyen qui permet aujourd'hui aux entreprises ou à des acteurs d'investissement ou à des personnes physiques, parce qu'ils peuvent y participer également, d'acquérir des sociétés avec à la fois un apport en fonds propres et un apport en dette auquel les banques participent. Donc généralement, ça se fait avec une holding d'acquisition qui est créée et ça permet d'acquérir une société un peu comme acheter un appartement principalement. Et donc, une fois la cible identifiée, il va falloir mettre en place en fait toute cette structure. Et généralement, je dirais il y a quelques temps, étant donné que les taux étaient plus bas, on pouvait avoir des structures de financement qui étaient plus ou moins stressées. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué et c'est un peu contraignant, mais on y arrive toujours. Mais le LBO reste toujours un apport en fonds propres, un apport en dette qui est plus important, qui permet d'acquérir une société via une holding d'acquisition. Et généralement, le LBO est structuré avec un apport en fonds propres. Il y a un fonds d'investissement éventuellement qui participe, éventuellement qui met aussi ses fonds propres. Il peut également mettre des obligations convertibles. Et il y a aussi des banques qui participent au dossier avec de la dette bancaire. Ils peuvent mettre des dettes de plusieurs tranches, des tranches A,
B, C ou des tranches qui sont seniors ou de la dette senior. Il y a également des tranches juniors ou des tranches qui sont remboursées je dirais, une maturité, je dirais, plus importante que celle que j'ai citée précédemment. Donc, plus la tranche est mature, plus elle est risquée et plus elle est payée. Donc, la marge qui est appliquée ou l'intérêt qui est appliqué à cette tranche de dette qui a une maturité supérieure est plus importante parce que le risque est important. Donc, voilà comment on structure un LBO. Et généralement, quand on acquiert la société, étant donné que c'est une opération qui a un risque, on met les titres de la société en garantie pour effectuer les prêts bancaires. Comme ça, la banque se prémunit principalement du risque, ce qu'on appelle communément parlant des nantissements de titres. Donc voilà pour Très bien. Alors, dernière question. Après, nous avons d'autres candidats, d'autres entretiens par la suite. Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Bien sûr. Et une société de gestion. Une société de gestion ou ce qu'on appelle principalement un fonds d'investissement, c'est une société qui, via une ligne d'investissement ou un véhicule d'investissement, collecte des fonds de la part de souscripteurs. Ça peut être des banques, ça peut être des assurances, ça peut être des personnes qui sont fortunées ou qui ont du patrimoine et qui souhaitent le placer, le place dans ce véhicule d'investissement et cette société de gestion via ses salariés, donc à savoir les investment managers, les partenaires, les directeurs, vont choisir avec des critères d'investissement qui sont préétablis des sociétés à acquérir, à développer. Généralement, les véhicules d'investissement ont une durée de 10 ans, sauf les fonds Evergreen, à titre d'exemple, sauf erreur de ma part, qui ont une durée de 99 ans, donc la durée principale pour une société lambda. Et donc, acquérir des sociétés, les développe dans un temps imparti, si c'est un fonds à durée limitée, généralement 10 ans, pour les revendre par la suite en créant de la valeur. Et donc, il y a forcément un contrat entre la société de gestion et les souscripteurs ou ceux qui participent et qui investissent dans le véhicule, à savoir le fonds d'investissement. Généralement, la société de gestion via le fonds promet, entre guillemets, pour ne pas utiliser un autre terme, une certaine rentabilité, un certain TRI. Généralement, c'est du 7%, 8% de ce qu'on voit communément dans le marché sur des critères d'investissement de PME classiques, 7, 8, 10%. Et une fois que c'est dépassé, on fait du partage de valeur. Principalement, c'est ce qu'on appelle le carry ou le carried interest que les associés ou les salariés de fonds d'investissement se versent comme bonus ou comme prime. Donc, c'est un véhicule d'investissement qui est investi en fonds propres pour des sociétés qui sont principalement cotées pour du long côté sur une durée limitée pour faire de la plus-value et assurer la transmission et la croissance. Très bien. Bon, on a fini l'entretien. Là, c'était vraiment quelques questions qu'on vous a posées. Bien sûr, on peut vous poser beaucoup plus de questions pendant un entretien en fusion-acquisition. On va juste faire un petit feedback. Donc, avant que j'en fasse un, j'aimerais bien me dire qu'est-ce que tu as pensé déjà de ta prestation et pourquoi tu penses qu'elle était quand même, que c'est ce type de réponse qu'il faut apporter pendant un entretien. Bien sûr. Bon, il faut savoir que je n'ai pas préparé l'entretien, mais pour faire un feedback qui est honnête, il faut être authentique et il faut être soi-même. Il n'y a pas nécessairement besoin de jouer des rôles précis ou jouer le rôle de l'étudiant parfait qui connaît ses cours par cœur. Et généralement, quand on fait du par cœur, en fait, c'est absolument pas naturel. Ça marche pas. Il faut en parler et donner pas l'impression, et non plus l'illusion, mais vraiment donner l'impression qu'on maîtrise vraiment le sujet, qu'on maîtrise le sujet et qu'on peut en parler, je dirais, à l'aise, de manière confortable, de manière tranquille et de pouvoir donner des exemples, prendre des pauses quand on parle. Faut pas réciter, faut pas faire du par cœur. Donc c'est le point le plus important. Et je pense qu'il faut sourire aussi, parce que des fois c'est tellement stressant que quand on oublie de sourire aussi et aussi l'aspect humain. Donc je pense que il faut être soi-même. Il faut aussi se faire confiance. Et quand on se fait confiance, on stresse un peu moins. Donc je pense que c'est de ce que je pense l'essentiel. Tout en ayant faut faire ses devoirs. Donc faut préparer. En fait, ce qui était bien dans ton entretien, mais forcément, tu l'as réussi. C'est un entretien réussi, en tout cas pour moi. Parce que déjà, quand tu t'es présenté, dès le départ, tu es allé à l'essentiel. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent chez les étudiants. Tu es allé à l'essentiel, tu as parlé de tes expériences, tu as donné des chiffres. Tu
parlé de deal, de transactions et tu as donné des chiffres, les bidas, tel chiffre d'affaires, etc. Et c'était vraiment très concis. Donc ça, c'était vraiment bien. Pourquoi le M&A aussi, c'était pas des réponses bateaux qu'on entend souvent chez les étudiants. Tu as fait un lien avec des expériences passées et on sentait de la vraie sincérité. Même quand j'ai posé une question quand même qui est pas facile, entre Goldman Sachs et notre cabinet, pourquoi notre cabinet, ben là, on a senti de la sincérité dans sa réponse. Effectivement, on voyait très bien pourquoi ça te convenait plus, parce que ça peut pas convenir à tout le monde d'aller dans des grandes banques d'affaires, que tu avais besoin d'être exposé à plein de missions, d'être un peu plus dans une structure à taille humaine. Et j'ai senti cette sincérité. Et ça, c'est très bien. Donc, parlez-moi dans ton expérience. Là, j'ai beaucoup aimé parce que tu as vraiment, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais tu as utilisé la méthode CAR, contexte, action, résultat. Non, Ben voilà, c'est sais même pas ce que naturel. c'est. Je pense que c'est. En fait, oui, ben c'est vraiment cette structure. C'est-à-dire que souvent, quand on pose cette question à un étudiant, on lui dit parlez-moi de cette expérience, il oublie le contexte. Directement, il parle de ses missions. Et toi, tu as bien précisé le contexte, la cible, dans quelle région, quelle zone géographique, l'Afrique de l'Ouest. Tu as donné le CA, tu as donné les bidas. Et ça, c'était bien parce qu'on arrive à visualiser. Après, tu as parlé aussi, tu as donné ton opinion sur ça. Donc, c'était très, très bien au niveau de. Pour pouvoir avoir ce niveau de détail ou de profondeur en fait dans les réponses qu'on peut fournir en entretien en parlant de ses expériences passées, il faut les vivre pleinement. C'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si un des étudiants a la chance ou l'opportunité de faire un stage en M&A, en PE, ou en coverage ou en financement structuré, ou qu'importe l'expérience professionnelle, il faut la vivre pleinement. Il faut essayer de se placer dans le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'il faut faire ses missions proprement et ne pas hésiter à chercher plus, à poser des questions, à être vraiment à côté de ses maîtres de stage. Je ne dis pas qu'il faut se les mettre dans la poche, mais il faut vraiment poser des questions, mettre tout en contexte. Des fois, ça peut être rébarbatif. Des fois, les gens peuvent penser en fait que c'est des questions qui sont idiotes ou bêtes, mais pas du tout. Si c'est des questions qui sont je dirais, de contexte, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et quand on a une vue d'ensemble et à la fois de la profondeur parce qu'on a travaillé sur le sujet, ça permet d'avoir une certaine aisance en fait pour pouvoir parler de tous ces sujets-là. Donc c'est aussi un élément qui est important, vivre pleinement son expérience. Et ça c'est vrai. Et en plus de ça, il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ton entretien, c'est même la réponse aux questions techniques. Après, bon, c'est vrai, pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même avoir eu. Enfin, c'est le fait que tu aies eu des expériences aussi qui t'aident. Mais aussi, c'était pas scolaire, ta façon de répondre. Non, et là, c'est bien. Oui, mais ça, c'est normal parce que tu travailles dans ce domaine. Mais moi, je donne des conseils plutôt aux étudiants d'essayer de faire en sorte que ça ne soit pas scolaire. Ce que j'ai aimé, notamment pour la partie qu'est-ce qu'un LBO, comment est-ce que ça se structure, tu as répondu à la question, mais tu as fait un lien avec une actualité. Et ça, c'est bien. Tu as parlé de comment ça se passe en ce moment dans le secteur du LBO tout en répondant à la question. Et ça, c'est très bien d'arriver à faire ça. Donc voilà pour l'entretien blanc. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ton entretien blanc ou un dernier conseil. Avant de passer aux questions, parce qu'il y a quelques questions qui ont été posées. Non, je n'ai pas forcément de choses à rajouter ni quoi que ce soit, mais en tout cas pour le M&A principalement, il faut avoir des prérequis. Et en fait, il y a des prérequis à valider. Et une fois que ces prérequis sont validés, en fait, ça se joue. En fait, c'est exactement la même chose que tous les autres entretiens qu'on peut avoir sur n'importe quelle structure et sur n'importe quel poste. Parce que c'est vrai que là, on parle finance, mais imaginons qu'il y a un poste, à titre d'exemple, aussi, entre guillemets, pour ne pas citer le mot prestigieux que le M&A, un poste très, très important en logistique. Il est vrai que pendant l'entretien, on va te poser des questions techniques en logistique. Moi, j'y connais rien de la logistique, mais si c'est un étudiant qui fait de la logistique et que cet étudiant n'a pas validé en fait ces prérequis-là, je pense pas qu'il réussira son entretien. Donc, une fois que le prérequis est validé, en fait, il y a peut-être un aspect humain, un aspect fit, un aspect savoir-être qui est valorisé par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire confiance et aussi être naturel en fait. Parce que pour toi, est-ce que si une personne, il y a le bon fit, vraiment on se dit ah oui, cette personne, ça va très bien matcher, mais en technique, moyen. Ça dépend du recruteur. Et on peut tomber sur un recruteur qui aime bien accompagner, qui aime bien
aider les gens ou les juniors en fait à grandir. Ça, c'est parfait. On peut tomber sur quelqu'un qui veut pas perdre son temps, qui veut quelqu'un Ça, c'est d'opérationnel sûr. tout de suite. Bien sûr. Donc généralement, le premier cas, c'est qu'on a vraiment bien fité et qu'on a donné envie à la personne, enfin qu'on lui a montré qu'on a vraiment envie d'apprendre. L'inverse, généralement, c'est une situation à éviter. Donc il faut toujours valider, c'est toujours mieux de valider ses prérequis avant. Bien sûr. Alors maintenant, on va passer à la partie donc, questions et réponses. Donc, parce que je vois qu'il y a quelques questions, donc n'hésitez pas à poser plus de questions si vous en avez. Alors, pour construire une bonne carrière en fusion et acquisition, est-ce qu'il est nécessaire de passer par un cabinet en premier lieu ou bien par une banque d'affaires, surtout pour l'épanouissement professionnel? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que moi, j'ai une humble expérience, hein, elle n'est pas immense non plus, mais de ce que je peux dire, c'est que ça dépend des personnes. Quand on fait une grande banque d'affaires, à titre personnel, quand on fait une banque d'affaires, il faut, même si c'est compliqué, les rumeurs disent que les gens en banque d'affaires travaillent beaucoup. C'est le cas, hein, c'est le cas de le dire. Mais si on fait de la banque d'affaires, il faut y rester à minima, je pense, 3-4 ans. Ah, 3-4 ans. Il est vrai que c'est compliqué, il est vrai que c'est dur, mais au bout d'un moment, il faut accepter la réalité. Il faut accepter la réalité parce que 3-4 ans dans une banque d'affaires, on commence à dépasser en fait le stade où on fait que de la production, on fait vraiment autre chose. Il y a un peu de management, il y a de la relation avec le client. Et quand on est dans une grande banque d'affaires et qu'on commence à voir la gestion de la relation client, c'est vraiment très, très prestigieux. C'est très important. C'est des compétences qui sont extrêmement recherchées. Donc, je pense qu'il faut rester à minima 3-4 ans. d'accord. Quand on fait, je dirais en fait, un cabinet M&A ou même du small mid-cap, on peut rester le temps qu'on veut, ça c'est un choix, mais je pense que généralement l'issue naturelle de ces personnes-là, c'est plutôt l'entrepreneuriat, parce que quand on est vraiment très très proche du dirigeant, un dirigeant de PME, quand on est en plein cœur d'un process, on voit exactement comment est-ce que ça fonctionne, la transmission d'entreprise, je pense que ça donne envie d'entreprendre. Ah oui. Ça donne envie d'entreprendre, de développer quelque chose, de développer une entreprise, parce que généralement, ça élimine en fait cette peur et cette appréhension qu'on peut avoir. Donc, moi, je pense pas être en capacité vraiment de donner des conseils en carrière, mais on peut s'épanouir n'importe où. Il y a des personnes qui font des grandes banques d'affaires, qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont jamais réussi en fait à créer ou à instaurer un équilibre vie privée et vie professionnelle, mais qui réussissent à le faire par la suite parce qu'ils ont fait des concessions au début. On peut faire un cabinet M&A où on travaille quand même beaucoup, mais un peu moins que les grandes banques d'affaires en termes de volume horaire, mais quand on réussit tout de même à s'épanouir. Et il y a des gens qui font ça pendant 10, 15, 20 ans et qui ne savent faire que ça, qui ne font que ça. Donc, moi, mon avis personnel, c'est qu'il faut faire ça un certain temps et que il faut faire autre chose. Il faut peut-être entreprendre, peut-être. Moi, c'est peut-être ça qui pourrait m'intéresser. Il y a plein de portes de sortie, non? Après, qu'est-ce que font les gens après Kérus, par exemple? Il y a plusieurs portes de sortie. Généralement, les gens tendent à aller vers du private equity. C'est ce qui se passe, hein, principalement, ou créer leur propre structure. Hein. Pour faire du conseil M&A, il faut être juste auto-entrepreneur. Hein. C'est juste ça. Hein. Mais généralement, les gens vont faire du private equity, vont faire de l'investissement parce qu'ils sont encore des process, ils savent négocier, acheter une société à un prix qui est moins cher que oui. que ce que l'on peut trouver sur un marché X ou lambda. On peut faire du private equity. Oui, c'est vrai qu'on travaille un peu moins en private equity avec des volumes qui sont peut-être moins importants que la banque d'affaires, mais quand même. Oui, mais c'est une issue qui est très très correcte. Le salaire est bien. C'est un monde différent, très très différent, parce que en fait c'est de l'investissement, donc il y a quand même des engagements en fait à tenir envers ses souscripteurs. Je dirais le M&A dans le private equity représente que 10% parce que il faut quand même savoir gérer beaucoup de choses, les interactions entre les advisors et rien que ça représente une grande partie du travail. Et en ayant fait du M&A, effectué du M&A avant, je pense que ça facilite vraiment beaucoup la tâche. Et généralement, les gens qui ont fait de belles banques d'affaires en fait en expérience professionnelle, qui vont faire du private equity, et j'en connais quelques-uns, investissent eux-mêmes à titre personnel dans ces sociétés-là. Donc ils croient au projet.
Donc, c'est une bonne chose. Et c'est une manière également de faire fructifier son patrimoine. Ça peut arriver, et ça arrive, et ça existe. Hein. Des personnes qui viennent et qui ont fait peut-être 6-7 ans de M&A, qui sont directeurs d'un fonds et qui participent en faisant des emprunts à des deals. Ils participent au capital de société. C'est une bonne chose parce que ça rassure aussi les investisseurs. Et je pense que le message est très clair. C'est-à-dire que oui, en effet, je pense que cette société est bien, il faut investir dans cette société. J'y crois tellement que j'y mets mon propre argent. Ou même, je vais emprunter de l'argent que, voilà, je vais chercher de l'argent que je n'ai pas, aller voir la banque pour investir dans cette société. Et ils savent ce qu'ils font, c'est un métier différent. Donc, ils savent créer de la valeur, ils savent comment le faire. Et c'est une belle porte de sortie, je trouve. Une belle porte de sortie qui permet un petit peu de regrouper à la fois private equity, un monde entre guillemets salarié, et un monde où il y a une partie entrepreneuriat. Donc, mais il y a d'autres portes de sortie. On peut faire du M&A dans du corporate, dans une entreprise, en corporate development. On peut aller chapeauter un département financier ou manager un département financier ou être DAF dans une société. Et généralement, les gens qui font du M&A également se retrouvent dans des sociétés qui sont sous LBO. Donc, qui participent à ce qu'on appelle des build-up, des petites acquisitions, enfin grossières entre guillemets, créer de la croissance via des acquisitions, de la croissance externe. Donc il y a plusieurs portes de sortie. Alors là, on a une autre question de Julia. Quelle formation proposez-vous SVP? Alors, donc ça, j'en avais parlé tout à l'heure. Donc, il y a 2 formations. Il y en a une pour c'est-à-dire c'est un parcours d'orientation digitale en finance d'entreprise. Et il y a une formation pour réussir ces entretiens techniques en fusion-acquisition. Vous pouvez regarder en ligne sur le site www.kingpack.fr. Il y a le pack complet avec 1 heure de coaching. Alors, est-ce possible d'aller en fusion-acquisition si on ne vient pas du top 5? Bien sûr, je ne fais absolument pas partie du top 5 et pourtant j'en fais. Donc oui, c'est possible. Il faut être prêt, il faut se préparer, il faut s'acharner aussi. Et comme je disais, le top 5, en fait, c'est des écoles qui sont extrêmement ciblées par des banques d'affaires qui sont bien précises et très connues. Toutefois, comme je disais, en fait, il y a des dizaines et des centaines de banques d'affaires et il ne faut pas se limiter à 5-6 noms. C'est sûr. Donc ça, c'est important. On est en compétition avec des milliers de candidats, des dizaines de milliers de candidats. Donc, à chance égale, c'est très compliqué déjà. Alors, s'il y a des personnes qui ont fait des bonnes expériences, bien comme qui ont le CV parfait, ils ont plus de chances. Mais si on ne fait pas partie du top 5, je suis convaincu. Hein, j'ai des collègues, je connais des personnes, j'ai des amis qui font du M&A qui ne font pas partie du top 5 et qui font du M&A et qui sont directeurs, qui sont partenaires aujourd'hui et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas chez Merrill Lynch, mais c'est des banques d'affaires qui sont extrêmement bien établies et qui sont connues dans le secteur. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Alors, la dernière question qu'on va prendre, c'est quels sont les soft skills les plus recommandés pour réussir dans l'obtention d'un stage en fusion-acquisition? Bien sûr, il faut savoir s'exprimer d'abord avant toute chose. Quand on cherche un stage en fusion-acquisition, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être, c'est savoir bien se comporter en fait professionnellement. À titre d'exemple, hein, quand on reçoit des commentaires sur un travail qui a été effectué et que peut-être qu'on l'a mal fait, parce qu'on apprend toujours, il ne faut jamais prendre personnellement, il ne faut pas bouder, il faut faire la tête, mais il faut être constructif en fait dans la manière avec laquelle on interagit avec son entourage. Dire que si je reçois des commentaires, c'est que cette personne qui a 5, 6, 10 ans d'expérience trouve que c'est absolument pas pertinent et que la pertinence, en fait, je la gagnerai par la suite en corrigeant mes erreurs. Ça, c'est la première chose. Savoir s'exprimer, c'est important. On ne demande pas non plus à ce que la personne ait un langage soutenu, mais quand on est en échange avec un client, il ne faut pas non plus avoir un langage qui est familier. Il faut savoir s'exprimer. Quand on a envie de faire des blagues, on peut en faire, mais il faut faire des blagues qui sont quand même très, très retenues, quoi. Mais il faut quand même bien s'exprimer et savoir se comporter et interagir avec son entourage. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on est assis autour d'une table et qu'il faut négocier, en fait, pour le compte de son client, une transaction qui est très importante, qui se chiffre en millions, je pense qu'il faut juste se mettre à la place du dirigeant pour à minima ressentir la pression. Donc, il faut savoir s'exprimer et je pense qu'à ce stade-là, il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Ça, c'est quelque chose qui arrive par la suite.
Mais à force de négocier, à force d'être confronté en fait à des situations auxquelles on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas l'habitude de vivre, il faut se familiariser avec. C'est un peu comme, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais quand on regarde un combat, quand on participe à la première fois de toute sa vie à un combat de boxe, on a peur, à titre d'exemple. Mais quand on en fait un deuxième, un troisième, un quatrième, certes, on a toujours un petit peu peur, mais on est plus à l'aise. Et c'est en faisant des confrontations comme ça, avec ces peurs, qu'on réussit à dépasser ça et être plus à l'aise. Donc, il ne faut pas avoir peur de la confrontation, il faut y aller. Il faut y aller. Ben, merci beaucoup pour ces conseils, de très très bons conseils. En tout cas, les personnes qui ont assisté, ça c'est sûr qu'elles seront bien préparées pour leurs entretiens. Pour conclure, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus sur les fusions-acquisitions, à nous suivre sur TikTok et également sur LinkedIn. Et pour ceux qui ont des difficultés, on n'en a pas parlé parce que ce sera peut-être un prochain webinaire. Pour ceux qui ont des difficultés à s'orienter en finance d'entreprise, là, on a vu par exemple un exemple d'une structure à taille humaine. J'ai un petit cadeau pour vous. Donc, c'est vous qui a le QR code, c'est un quiz pour savoir si vous êtes fait pour travailler dans un grand groupe ou pas. Parce que là, on a parlé aussi des grandes banques d'affaires. Là, tu nous as parlé de l'exemple d'une structure à taille humaine. Donc, ça serait intéressant de savoir si une structure à taille humaine pourrait peut-être vous correspondre. Donc, ce test est parfait pour le savoir. Et donc, merci beaucoup. Merci à tous et merci beaucoup. Avec plaisir. Peut-être le mot de la fin avant de terminer. Non, j'ai vraiment apprécié l'échange qu'on a eu. Je pense que c'est important aujourd'hui orienter les étudiants, parce que je ne dirais pas que la plupart sont perdus, mais la plupart sont en soif en fait, de conseils et d'accompagnement. Et le peu de lumière en fait, qu'on puisse leur apporter, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je suis très très content de participer à ce webinaire et je n'hésiterai pas à revenir. Avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.